Il est 7 h du matin, lorsque vous venez de boire votre premier verre d'eau de la journée, quand tout d'un coup, vous vous sentez mal. Crampes d'estomac, nausées, douleurs abdominales. Les douleurs s'accentuent sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Ça, c'est ce qui pourrait vous arriver dans un futur proche. Car le récent scandale du groupe Nestlé qui a traité en cachette ses eaux en bouteille nous dévoile une triste réalité. Même nos eaux souterraines qui sont censées être immaculées sont polluées. Mais le plus grave n'est pas là. Une fois que l'on commence à tirer la pelote de laine, on s'aperçoit que les autorités sont bien silencieuses sur le sujet. Et pour cause, ce sont elles qui sont en partie responsables de ce constat. Manque de transparence, quiproquo administratif et parfois complicité coupable. Les autorités laissent dériver le bateau sans capitaine à bord. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi personne ne tire la sonnette d'alarme? Et surtout, quand faudra-t-il arrêter de boire de l'eau que l'on nous vend? Pour répondre à toutes ces questions, plongeons tout de suite pour un voyage en eau trouble. Bienvenue sur Ça coule de source. Ça coule de source, voilà un nom qui sonne bien pour l'émission d'aujourd'hui. Car oui, mesdames et messieurs, ce bien vital qu'est l'eau est en train de se transformer lentement, mais sûrement, en poison invisible. Le récent scandale des eaux en bouteilles trafiquées par le groupe Nestlé nous révèle l'ampleur de la dégradation. Car oui, difficile d'imaginer que de l'eau en bouteille doive être traitée pour rester conforme. En général, quand les consommateurs font l'effort d'aller au supermarché pour acheter un pack de 6, je parle de l'eau évidemment, on est en droit de penser que c'est de l'eau de bonne qualité et surtout qu'elle n'est pas traitée. Ici, les marques du groupe Nestlé comme Perrier, Vittel et Contrex ont réussi à écouler pendant des années, que dis-je, des décennies, des millions de bouteilles dans la plus grande impunité. Impunité, c'est le mot juste, car personne n'a pris la peine de les inquiéter. Avant de vous expliquer le silence complice des autorités sur la question, intéressons-nous d'abord à la qualité de notre eau. En enquêtant sur ce dossier, je peux vous affirmer une chose. Nul ne peut affirmer avec certitude qu'il connaît à 100% tout ce qu'il y a dans notre eau de consommation. Entre polluants éternels, pesticides, métabolites, résidus de médicaments et microplastiques, la liste s'allonge. Alors, on en connaît certains comme les polluants éternels, plus connus sous leur petit nom de PFAS. Ces substances chimiques toxiques ont été créées dans les années 40 pour résister à l'eau et à la chaleur. On les retrouve dans des produits du quotidien comme les poêles anti-adhésives ou les textiles imperméables. Ce qui doit nous inquiéter, c'est que des chercheurs ont prouvé que ces PFAS peuvent s'accumuler dans le corps et augmenter les risques de cancer, de diabète et même d'obésité. Une enquête de Radio France a analysé 89 échantillons d'eau en France. Résultat, 43% de ces échantillons contiennent des PFAS. Du côté des pesticides, c'est encore plus alarmant, notamment avec les sous-produits appelés métabolites. Là, on a un vrai souci, car beaucoup sont indétectables et passent sous les radars des normes sanitaires. Selon l'INERIS, l'institut compétent en la matière, il y a plus d'une vingtaine de métabolites pour lesquels on n'a pas fixé de limite sanitaire. C'est pour ça que je disais qu'il était impossible de connaître vraiment ce que l'on boit. Prenons l'exemple de l'atrazine, un pesticide interdit depuis 2003. Même 20 ans plus tard, on trouve encore ses traces dans l'eau. Ça me fait penser à l'étude menée par Marion Albouilati dans la région de Poitiers. Elle a révélé que des femmes enceintes ayant bu de l'eau contaminée par des nitrates et des dérivés de pesticides, comme justement l'atrazine, ont donné naissance à des bébés ayant un poids inférieur à la moyenne. Même des doses infimes démontrent des effets néfastes sur la santé. Ces résultats sont particulièrement préoccupants, car ils illustrent bien l'impact de l'effet cocktail. L'effet cocktail, c'est le terme employé pour signifier que tous ces produits dits sans danger le deviennent puisqu'ils sont combinés entre eux et accumulés dans le corps. Ce qui veut dire que même si individuellement on respecte les taux, on est quand même impacté au final. Et quand le taux dépasse, on assiste à des régulations pour le moins, allez, je vais dire inquiétantes, étonnantes. Je vous donne un exemple. Pour le métolachlore, qui est un pesticide très répandu, on a multiplié le seuil de tolérance par 9, passant de 0,1 microgramme par litre à 0,9. Vous voyez comment, en une décision, notre eau impropre à la consommation devient pure comme du cristal. Et ce n'est même pas motivé par des données scientifiques, le pire. Alors, on a les PFAS, les pesticides, leurs cousins, les métabolites. Mais il y a un absent,
qui est très peu discuté quand on parle de notre eau, c'est les résidus de médicaments. C'est très important et trop peu parlé dans les médias. Quand vous ingérez un médicament, une partie est captée par le corps et l'autre partie est rejetée par le réseau des eaux usées. À cela se rajoutent les médicaments jetés directement dans les éviers et les toilettes. Là où ça commence à devenir intéressant, c'est que la France est l'un des pays européens le plus consommateur de produits pharmaceutiques. Donc, on se retrouve avec un vrai problème. Comment les traiter? Car ils sont bien présents dans l'eau. Je suis au regret de vous informer que nous n'avons pas la capacité de les traiter. Ah non, pas qu'on ne sache pas faire, c'est pas la question. C'est que l'on n'a pas suffisamment d'outils pour le faire. Pour réaliser cette opération, nous avons besoin d'une station d'épuration. Bon, ça ne devrait pas poser de problème puisqu'on en a plus de 21 000 sur tout le territoire. Mais si je vous disais que moins de 10% d'entre elles, et je suis large, peuvent extraire ces résidus de médicaments de notre eau potable. Ça vous donne une idée du retard considérable que nous avons accumulé. Il faudrait investir lourdement dans des technologies comme l'ozonation pour régler le problème, mais ça coûte très cher et c'est à la charge des petites communes. Alors autant vous dire que ça passe à l'as, surtout qu'il n'existe pas encore de réglementation claire sur le traitement de ces micropolluants. Donc, sans cadre légal strict, les communes ne sont pas obligées d'agir. François Veillerette, le porte-parole de Génération Future, enfonce le clou en nous alertant sur une substance dangereuse et indestructible dont personne ne s'occupe. Certains composés peuvent être très persistants. On a publié récemment chez Génération Future un rapport qui montre que certains pesticides qui sont des pesticides de la famille des composés d'ailleurs perfluorés, parce que les gens souvent ne le savent pas, mais il y a une trentaine de pesticides en France, autorisés en France, qui sont des perfluorés, peuvent se dégrader en un métabolite qui s'appelle l'acide trifluoroacétique, TFA, c'est plus simple. Et ce TFA, il est pratiquement indestructible. Et il est en train, au moment où je vous parle, de s'accumuler dans les sols et dans les nappes phréatiques parce que on continue d'employer ces pesticides qui se dégradent en TFA et on commence à voir le TFA un peu partout dans les robinets. Jusqu'à présent, on ne le voyait pas parce que personne ne le cherchait. Il a fallu que des associations comme Génération Future se mettent à le chercher pour qu'on le trouve à des niveaux très élevés. On a trouvé jusqu'à 2 microgrammes en France par litre, c'est-à-dire 20 fois la concentration maximale admissible pour un pesticide. Et ce TFA, en sorte, devrait être surveillé partout, régulé, et puis les pesticides qui le produisent interdits rapidement pour que ça arrête de s'accumuler dans le sol. Sinon, on va au-devant de graves problèmes. Et là, ce ne seront plus 2000 foyers qui auront plus d'eau disponible dans les normes au robinet, mais ce sera bien plus. Il me semble qu'à l'évocation de tout ceci, l'eau devrait devenir notre priorité numéro 1. Vous ne croyez pas? Aujourd'hui, on parle beaucoup de changement climatique. Et la star sur tous les plateaux télé et les réseaux en tout genre, c'est la réduction des émissions de CO2. Et l'eau? Qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Pourquoi n'est-elle pas au centre du débat? Elle est quand même notre source la plus précieuse et devient un enjeu d'avenir. Car n'oublions pas que d'ici 2030, la demande mondiale en eau douce dépassera l'offre de 40%, avec des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire mondiale. Cela signifie que des milliards de personnes seront confrontées à des pénuries d'eau potable, la France y compris. C'est déjà le cas. Pour vous donner un exemple récent dans l'actualité, au mois d'août dernier, Damien Coustille-Cossou, un agriculteur des Pyrénées-Orientales, en a fait les frais. Des associations environnementales ont saisi la justice pour restreindre les prélèvements dans le lac où est pompée l'eau pour alimenter les exploitations, dont M. Coustille-Cossou fait partie. Résultat, impossible pour lui d'irriguer ses champs. Cette décision a été un vrai coup dur pour l'agriculteur. Et ce n'est qu'un exemple évidemment, mais n'est-il pas révélateur de l'importance de bien gérer cette ressource essentielle? Sinon, c'est une guerre de l'eau qui s'annonce. Et demain, ça peut être toute la société qui pourrait être concernée. Il est donc crucial que nos autorités traitent cette question avec la gravité qu'elle mérite. Ah, ça y est, on y arrive, c'est le nœud du problème. Que ce soit la gestion de notre eau potable par le biais du robinet ou de l'eau en bouteille, les autorités ont laissé filer, parfois dans un silence coupable. Imaginez bien quand même que le groupe Nestlé a dû utiliser divers procédés comme la filtration à charbon, la déminéralisation ou encore l'ajout de substances chimiques pour rendre son eau potable.
Car la vérité, elle est là. Notre eau est contaminée. Sur cette carte, le cumul des pressions toxiques exercées par les pesticides est considéré comme élevé lorsqu'il dépasse 1. Regardez sur l'échelle à gauche. Ça se passe de commentaires. Un rapport de juillet dernier de la Commission européenne a révélé que ce manège dure depuis au moins 2010. Et les autorités compétentes étaient au courant. Des rapports de la répression des fraudes faisaient des remontées régulières à ce sujet. Alors, peut-être dans un accès de remords ou parce qu'il se savait acculé, le groupe Nestlé a rencontré en 2021 le cabinet de la ministre de l'Industrie. À l'époque, c'était Agnès Pannier-Runacher. Ils ont demandé à la ministre une modification de la loi pour continuer à les utiliser. Alors j'ai une mauvaise nouvelle et une mauvaise nouvelle. Suite à cette réunion, il a été décidé que rien ne serait fait pour suspendre la vente de ces eaux et qu'aucune mesure ne serait prise pour informer le public. C'est étrange de se dire qu'on laisse le statu quo. Eh bien, c'est tout le système qui est à bout de souffle. L'association Foodwatch, qui suit de près ce dossier, dit que c'est pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Le système n'est ni conçu pour détecter ces fraudes, ni même pour les corriger. Il dénonce l'absence d'inspection, le manque de collaboration entre les autorités et parfois les inspecteurs qui ne savent même pas quoi chercher. L'IGAS, qui contrôle les affaires de santé publique, a informé 3 ministères compétents en juillet 2022. Mais écoutez bien, il faudra attendre encore 2 ans pour que la répression des fraudes soit au courant. J'ai bien dit 2 ans. De son côté, l'ANSES, qui joue un rôle central dans l'aspect technique, témoigne elle aussi d'un déficit d'information tout au long de la séquence. Bien sûr, on ne va pas vous dresser un tableau totalement noirci, évidemment. Non, il est utile de préciser que l'eau en France reste, pour le moment, relativement bonne. J'ai bien dit pour le moment. Mais ce que l'on oublie peut-être de vous dire, c'est que la situation est déjà préoccupante. Savez-vous qu'un tiers des captages d'eau sont déjà fermés en raison de la pollution? Malgré les quand même 6 milliards d'euros investis chaque année par les 6 agences de l'eau, ça ne suffit plus. Résultat, 2000 communes ont vu la qualité de leur eau estampillée comme non conforme en 2022. Et un quart des eaux souterraines sont contaminées au-delà des normes autorisées, notamment par des pesticides, mais pas que. Je vous explique ça dans un instant. Une autre chose qui n'est pas abordée, et pourtant essentielle, c'est notre réseau d'acheminement de l'eau. À l'heure actuelle, la moitié des infrastructures ont plus de 50 ans. Vous voyez ce chiffre, 0,63%. C'est le taux de renouvellement par an. Ça veut dire que chaque année, on ne remplace même pas 1% du réseau qui a plus d'un demi-siècle pour la moitié de celui-ci. On a fait le calcul pour vous. Cela prendra 160 ans pour arriver au bout. Un avis partagé par François Veyrette. Alors, la question des réseaux de distribution de l'eau, c'est une autre question, mais qui est très importante parce que il y a beaucoup de réseaux de distribution d'eau qui sont vétustes et donc dans lesquels il y a des fuites parfois phénoménales. On parle de 20, 30, 40, 50% de l'eau qui est simplement perdue parce qu'il y a des fuites sur les tuyaux, en fait. Donc là, effectivement, il faut faire quelque chose, mais ce sont des investissements considérables. Et à force d'avoir attendu dans bien des endroits, il y a tout à faire en même temps, et donc là, c'est très compliqué de mobiliser ce volume d'argent. Après, sur les pollutions diffuses, comme les pollutions d'origine agricole, par les pesticides, par exemple, là, malheureusement, les travaux sont à la charge des syndicats d'eau, qui sont responsables localement de la distribution de l'eau sur le territoire. Et les syndicats d'eau sont financés principalement par les usagers et donc les consommateurs d'eau qui sont les mêmes que les citoyens. Et laisser l'eau s'écouler dans de tels tuyaux n'est pas raisonnable. Certains s'oxydent avec le temps et laissent passer des particules comme du plomb, du fer oxydé ou encore du bisphénol A. On a retrouvé une lettre de l'autorité environnementale qui a presque 20 ans et qui soulève un problème important. C'est l'absence de règles communes pour mesurer la performance des services d'eau. En gros, chaque collectivité fait un peu comme elle veut. Du coup, impossible de faire des comparaisons. Et sans comparaison, point d'amélioration. On ne peut même pas savoir ce qui est bien ou mal. 10 ans plus tard, même constat sur le plan de la transparence dans la relation entre le public et le privé, et là maintenant sur l'aspect du prix. Vous allez voir, c'est un petit peu n'importe quoi. C'est très révélateur du manque d'organisation du système public. Prenons l'exemple de la commune de Saint-Brieuc pour se rendre compte. La régie de la commune, qui disposait d'une capacité de production d'eau excédentaire,
a vendu cette eau à d'autres communes sans encadrer formellement ces relations. Du coup, cela a permis à la commune de maintenir une position dominante et de fixer ses conditions sans transparence. Résultat, une gestion intercommunale compliquée et opaque, alors que, pour un bien pareil, ça devrait couler de source. Oui, bon, je sais, celle-là elle était facile. La Cour des comptes ne cesse de tirer la sonnette d'alarme et insiste sur l'importance de mieux contrôler les services d'eau. Mais malgré tout ça, rien ne bouge. C'est comme si on fermait les yeux sur le problème. Et on renvoie ça aux générations futures. Sauf que ça fait 40 ans que ça dure. Et la facture d'eau, elle, va être salée. Si je résume, on se retrouve avec une eau de plus en plus polluée. Des politiques qui ne savent même pas par où commencer, une absence de cadre légal et un consommateur qui ne sait même pas ce qu'il boit en réalité. Monsieur Veillerette nous donne une des pistes d'amélioration possibles. Donc l'idée, c'est d'avoir une agriculture qui fasse vivre les agriculteurs, qui fasse vivre aussi les campagnes, mais qui en même temps préserve l'environnement, préserve la santé des usagers et des consommateurs. Donc on est, je dirais, condamné à améliorer nos pratiques agricoles à terme, mais malheureusement, les choses ne changent que trop lentement parce qu'il y a aussi des schémas économiques qui font que il y a de la concurrence internationale, il faut produire à bas coût, etc. Et tout ça, c'est difficilement compatible. Vous savez, la production à bas coût et la qualité, c'est pas toujours possible. À un moment donné, on tire et la corde casse. Donc là, il faut soutenir un autre modèle. On croit aussi beaucoup que c'est l'échelon européen qui peut nous aider à faire ça si l'Europe veut plutôt encadrer et donner une orientation à son agriculture qui soit une orientation respectueuse de l'environnement. Il y a un outil pour faire ça, ça s'appelle la politique agricole commune. Et la manière dont on va orienter les milliards d'aides, parce qu'il y a de l'argent dans la PAC, va déterminer aussi les pratiques agricoles. Soit on décide d'arroser un peu tout le monde sans être trop exigeant, soit on décide de flécher les aides, mais en les conditionnant à des pratiques plus vertueuses. Et là, il paraît que finalement, la profession va améliorer ses pratiques parce qu'ils seront obligés de le faire pour toucher les aides PAC. Ce constat alarmant sur la gestion de l'eau révèle un système où l'improvisation domine. Un système où chaque collectivité agit sans cohérence globale et où l'absence de normes partagées met en péril un bien vital. Et derrière ce tableau, une question revient. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Car nos sources sont de plus en plus polluées et un jour, on atteindra le point de non-retour. Et malheureusement, ce jour est peut-être plus proche que nous l'imaginons. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Si vous avez aimé cette émission, merci de liker et de mettre un commentaire. Cela nous aide pour le référencement. Au plaisir de vous voir très bientôt pour un prochain décryptage. Mais en attendant, prenez soin les uns des autres et restez libres.